toujours faux. Mais ça, c'est génial, c'est question. Mais ça... Vous écoutez le podcast Les Voix de l'hémato, une série d'échanges signée AIH, Association des internes en hématologie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Michel Bon, hématologue à Montluçon, et docteur Sophie Auger, hématologue à Montpellier. Et nous allons parler aujourd'hui de l'hématologie libérale. Bonjour docteur Bon. Bonjour Charline. Bonjour docteur Auger. Bonjour Charline. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer votre parcours ? Pour ma part, j'ai quitté l'hôpital public il y a maintenant 20 ans, tout juste. J'avais fait mes études de médecine à Montpellier, puis mon internat à Clermont-Ferrand. J'ai été ensuite chef de clinique pendant 2 ans au centre anticancéreux de Clermont-Ferrand. Et à cet endroit, il y avait l'unité de greffe de moelle osseuse à l'époque. Et j'ai ensuite été 2 ans praticien hospitalier au centre hospitalier de Montluçon. Et en 2003, en fait, j'ai quitté l'hôpital pour m'installer en libéral et m'associer avec 2 oncoradiothérapeutes dans une clinique située à Montluçon. Et par la même occasion, on s'est associé au même moment avec un médecin généraliste qui avait pour fonction d'être qualifié en soins de support et en soins palliatifs pour l'organisation du service. Et accessoirement, c'est ma femme avec qui je me suis associé. Voilà. Et vous, docteur Auger ? J'ai fait ma fac de médecine à Montpellier, mon internat d'hématologie à Montpellier. J'ai fait 1 an d'assistanat à l'hôpital de Montpellier et puis je suis partie dans une clinique à Montpellier, mutualiste, où j'ai fini mon assistanat et où j'ai été médecin senior, l'équivalent de PH, après. Et après, j'ai quitté cette clinique et j'ai ouvert un centre d'hématologie dans une autre clinique à Montpellier, où je suis l'équivalent de PH. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire, à partir en libéral ? Pour ma part, je voulais rester un hématologue que j'appelle polyvalent, c'est-à-dire ne pas être contraint de s'hyper spécialiser dans certaines parties de l'hématologie et ne plus voir les autres pathologies. La deuxième raison, c'est que je voulais créer un peu un genre de challenge pour essayer de créer un nouveau mode d'exercice qui n'était pas forcément très représenté. Je voulais aussi privilégier une relation patient-médecin, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir voir un patient une première fois pour le diagnostic, le revoir pour l'annonce du traitement, pour le suivi du traitement, pour le suivi de la rémission, le revoir pour la rechute, le revoir aussi quand on sera en situation de fin de vie. C'est vrai que j'avais envie de garder cette continuité de prise en charge des patients sans que les patients aient un changement de médecin régulier parce que c'est pas la même équipe, les équipes changent et des choses comme cela. Et puis la dernière chose, c'est que je voulais être libre un petit peu dans l'organisation de mon travail, c'est-à-dire que si je voulais consulter plus de créneaux de consultation, je voulais pouvoir le créer sans avoir les contraintes d'une hiérarchie, qu'elle soit administrative ou médicale. Donc c'est vrai que c'était ça. Je voulais vraiment être autonome sur la façon dont je voulais organiser l'exercice de ma profession. Merci. Et vous, docteur Auger Alors, je vais rejoindre Jean-Michel sur le fait qu'on puisse faire quasiment toute l'hématologie. Mais moi, la principale raison, c'est la liberté. C'est en fait arrêter d'être sous le joug de la hiérarchie médicale et que si tu n'as pas bien fait ou si tu restes pas à telle heure, tu n'auras pas ton poste. Cette espèce de chantage, j'en avais vraiment assez. Et justement, pourriez-vous nous expliquer la différence entre un exercice libéral salarié et puis totalement libéral ? Alors, je vais parler du côté salarié et Jean-Michel vous racontera le libéral. Donc, en fait, quand vous êtes salarié d'une clinique, vous devez négocier votre salaire au départ. Parce que il n'y a pas de... Enfin, on peut se rapprocher de la grille qui est faite pour les PH, mais il n'y a pas d'acte cotant ou très peu en hématologie. Vous êtes coté sur les chimiothérapies, mais une séance de chimiothérapie, c'est un K15 ou un K30, ça ne va pas chercher très très loin. Donc en fait, vous négociez votre salaire. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie une partie fixe et une partie qui est une sorte de prime variable sur le chiffre d'affaires que l'on fait. Et pour pouvoir, en général,
médecins qui commencent au sortir de leur internat, qui arrivent en clinique, ils sont un peu mieux payés que les assistants ou les chefs de clinique du CHU. Après, vous montez en fonction ce sont des négociations salariales que vous faites avec votre employeur. Mais ça reste quand même très, très confortable. L'avantage, c'est que vous n'avez pas tous les papiers du libéral, vous n'avez pas toute cette charge administrative. Et finalement, vous avez quand même très peu de hiérarchie, puisque dans une clinique, il y a un directeur adjoint et un directeur des soins. Point. C'est-à-dire que demain, je veux négocier mon salaire, je tape à la porte de la directrice et je négocie avec elle. Donc moi, je vais vous parler de l'exercice en fait libéral pur. Globalement, il y a une facturation qui est faite à mon nom à la CPAM des actes que je fais, c'est-à-dire les consultations, les hôpitaux de jour, les hospitalisations et puis certains actes à côté éventuels. Je paye mes charges, c'est-à-dire que je paye mon URSSAF, je paye la CAMF qui est la caisse de retraite, je paye mon assurance responsabilité civile et professionnelle, ma taxe professionnelle, je paye mes secrétaires. La femme de ménage qui s'occupe des locaux, je paye mes locaux. Alors moi je suis propriétaire de mes locaux, donc mais je paye les charges inhérentes au local. Il y en a qui louent. Je suis dans c'est une société d'exercice qu'on appelle une CELARL. Et globalement, plus je travaille, plus va rentrer de l'argent dans cette CELARL. Pour ne pas avoir les risques, enfin les inquiétudes, si jamais on prend des vacances, en fait, on se verse avec moi et mes associés un fixe tous les mois. On en parlera après sur la rémunération du montant. Et puis c'est vrai que selon le chiffre d'affaires que la société va faire dans l'année, on va peut-être se décider de se verser un 13e mois, voire un 14e mois, voire décider l'an prochain, comme la société a fait un bon chiffre d'affaires, on s'augmente de temps. Voilà. Donc c'est vrai que là, on a un petit peu plus de paperasserie, mais c'est vrai que la paperasserie, globalement, les facturations d'actes, c'est la clinique qui le fait. Les consultations, c'est mon secrétaire qui facture les consultations à la CPM. Et c'est vrai que les bilans de la société, la comptabilité, tout ça, on a un comptable et on a même, nous, en plus, un avocat qui nous fait les bilans de la société annuelle. Donc ça fait de la paperasserie en plus, mais qui est faite par d'autres personnes. D'accord. Et concernant justement le salaire, est-ce que vous pourriez nous donner un peu des tranches qu'on peut un peu imaginer Une fois que j'ai enlevé mes charges, je peux être dans les 10 000 euros par mois. Mais il y a du travail, effectivement, il y a du travail. Alors en fait, moi, j'ai négocié mon salaire au départ à 7 000 euros, en gros, 7 000 euros net. Pour moi, avant impôt, et avec cette prime dont je vous ai parlé, qu'il faut absolument faire, qui est une prime au chiffre d'affaires. Et avec cette prime, ça me faisait à peu près, en gros, presque 8 000 euros par mois. C'est vraiment dépendant du volume d'activité. Et comme le disait Sophie, nous, on a la chance d'avoir un médecin dans le service qui nous fait la visite le matin. Donc, en fait, on fait la contre-visite le soir, ce qui nous permet le matin d'être vraiment concentré sur les consultations et les hôpitaux de jour. Moi, sur une journée, à peu près, voilà, j'ai à peu près un peu plus de 30 consultations tous les jours, à peu près 35 consultations tous les jours, et une vingtaine d'hôpitaux de jour tous les jours. Et de ce fait, voilà, on se concentre là-dessus. Voilà. Et c'est vrai que c'est très important, c'est que si on a une activité aussi importante comme ça, c'est parce que on travaille en fait à l'activité. Alors certains vont dire ils travaillent pour faire du chiffre. C'est pas tellement la chose. C'est que si on veut gagner notre vie, il faut être à l'écoute des médecins traitants et des patients. Donc effectivement, un médecin traitant appelle, et c'est vrai qu'il faut se dépêcher de voir le patient pour que le médecin traitant soit satisfait et que le patient soit satisfait. Si les médecins traitants et correspondants sont pas satisfaits et les patients sont pas satisfaits, ils viendront plus et on gagnera pas notre vie. Donc en fait, on est obligé à partir du moment où on s'engage à travailler, on travaille parce que il faut garder en fait, il faut créer notre notoriété en fait, c'est ça. Après, pour rassurer toutes les jeunes mamans, on arrive tout à fait à avoir une vie de famille.
parce qu'on n'est pas, en général, on n'est pas tout seul. On est soit avec d'autres spécialistes, soit avec d'autres hématologues. Et si vous ne pouvez pas faire la contre-visite 3 fois dans la semaine, il y a quelqu'un d'autre qui la fera pour vous. Il suffit que cette personne soit présentée au patient. Mais on arrive vraiment, à mon avis, plus facilement à concilier une vie de famille en libéral qu'au CHU, parce que en public, vous avez les contraintes administratives qui vous sont imposées. Là, vous n'avez que vos propres contraintes. Bien, ça me semble très clair. Et justement, concernant les patients, est-ce que vous êtes limité? Est-ce qu'il y a des patients qu'il ne vous est pas possible de prendre en charge? À quoi ressemblent vos patients? Je dirais que globalement, c'est à peu près les mêmes patients qu'à l'hôpital. On n'a pas des patients plus vieux ou moins graves, dans le sens que effectivement, on fait pas de leucémie aiguë. Et encore, il y a des hématologues libéraux qui en font des leucémies aiguës, parce qu'ils sont plusieurs associés. Mais moi, je n'en fais pas. Effectivement, je fais pas de greffe, d'autogreffe ou d'allogreffe. Je fais pas de CAR-T, mais encore les CAR-T-cells, peut-être que dans quelques années, je pourrais le faire. Donc, on a peut-être ce genre de patients qu'on voit initialement et qu'on est obligé ensuite qu'on transfère à nos confrères de l'hôpital. Et puis après, ils nous les renvoient quand c'est possible. Donc, il y a effectivement ce genre de choses. On est un peu, il va dire limité, mais moi, il y a quelques années, je faisais même les Hodgkin chez des enfants, chez des 16 ans, chez des personnes qui avaient 16 ans, je les prenais en charge. La seule chose, par contre, qu'on fait peut-être en plus et qu'on n'a pas dans les services d'hématologie hospitaliers ou peu, c'est que on a une part de notre activité aussi qui est de l'hématologie bénigne. Effectivement, les bilans de gammapathie MGUS, des bilans d'anémie, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Donc il y a cette partie hématologie bénigne qui se rajoute en plus. Il y en a certains qui peuvent faire un petit peu de coagulation. Moi, j'aime pas bien parce que je trouve que c'est trop compliqué maintenant. Mais en fait, globalement, il n'y a pas de différence tellement de patients. Après, voilà, le tout, c'est qu'il faut savoir passer la main quand c'est quelque chose qui n'est plus on n'a pas la capacité de le faire, c'est tout. Donc moi, je fais un peu de coagulation à mon grand désespoir, mais j'en fais parce que je suis sollicitée par les anesthésistes. Après, on voit exactement le même type de patient qu'à l'hôpital. Et tout comme Jean-Michel, moi je ne fais pas de leucémie aiguë, alors c'est un choix, je suis toute seule donc je suis obligée, mais même si on était plusieurs par choix, c'est trop compliqué. Et puis il faut vraiment avoir des services très spécialisés. Idem pour les autogreffes, les allogreffes, on ne fait pas, les CAR-T on ne fait pas, mais tout le reste on fait. On fait du BICOP, on fait du métaux-haute-dose, on fait tout le reste de l'hématologie et nos patients sont pas, comme dit Jean-Michel, c'est les mêmes. Ils sont pas plus vieux, ils sont pas moins graves, ils sont pas plus pathologiques. Ils sont les mêmes que vous recevez en consultation à l'hôpital. Et justement, pour toutes ces chimiothérapies qui nécessitent des hospitalisations ou les complications induites par ces chimiothérapies, ces patients sont hospitalisés dans un service dédié à l'hématologie ou ils peuvent être amenés à être hospitalisés dans des services de médecine. Avez-vous des difficultés justement pour ces hospitalisations ? Moi, j'ai pas de difficulté parce qu'en fait, mes associés sont co-radiothérapeutes, donc en fait, on a un service d'hospitalisation de 21 lits. Quand il y a besoin de les hospitaliser, on les hospitalise dans le service. Souvent, on déborde dans les autres services de la clinique. Donc, il n'y a pas de difficulté d'hospitalisation particulière. Après, il faut gérer ses entrées-sorties et ses lits comme dans un service hospitalier classique, en fait. C'est tout. C'est que parfois, on est en pénurie de lits, donc il faut aller essayer de demander des lits dans un autre service. Mais à la différence de l'hôpital public, c'est que si jamais on hospitalise, nous, un de nos malades dans le service de pneumologie de la clinique, c'est pas le pneumologue qui va le gérer. C'est nous qui allons le gérer dans le service de pneumologie. Alors moi, je n'ai jamais eu de problème d'hospitalisation, que ce soit dans l'établissement où je suis ou celui où j'étais avant. Il y a un service d'oncologie et un service de médecine. Alors moi, j'hospitalise plus dans le service de médecine avec un médecin interniste qui m'aide, avec un médecin généraliste pour la visite. Et ça se passe très bien. Je vais voir mes patients quasiment tous les jours.
Et il y a une partie de réanimation aussi, qui est prise en charge aussi. Mais comme dit Jean-Michel, les patients sont à mon nom et je suis le médecin qui fera le courrier et qui prendra les décisions. Mais par contre, si ça tombe sur une astreinte, comme c'est arrivé le week-end dernier, c'est ma collègue qui a fait l'entrée d'une neutropénie fébrile. Et justement, comment se déroule l'articulation avec les autres spécialistes quand vous avez des demandes d'avis ou ce genre de choses ? Moi, je trouve que l'articulation, elle est beaucoup plus claire et fluide en milieu libéral, parce que par exemple, s'il y a un malade qui a besoin d'une ponction pleurale, c'est pas moi qui l'a fait, je demande au pneumologue, et le pneumologue, il va venir faire la ponction pleurale. Si j'ai un avis cardio, c'est le cardiologue, je vais pas moi me lancer dans des avis cardiologiques. Quand je confie un malade à un chirurgien pour enlever un ganglion, c'est vrai que si j'ai vraiment le tableau de lymphome, c'est lui qui va faire la BOM en même temps, comme ça c'est plus pratique, c'est moins traumatisant, enfin c'est moins douloureux pour le patient. Et c'est vrai que comme on est tous sur un schéma libéral, effectivement, le pneumologue, il va pas traîner pour venir, puisque s'il fait sa ponction pleurale, il va être payé pour un acte de ponction pleurale. Donc chacun, en fait, on entretient notre notoriété en étant chacun réactif quand on a besoin d'un autre confrère. Et quand j'ai des confrères qui ont besoin d'un avis hémato, c'est pareil, je le donne dans la foulée rapidement, parce que l'objectif c'est que le patient soit content de la prise en charge parce qu'il a été pris en charge rapidement, et que le confrère soit content que les autres spécialistes aient solutionné sa difficulté. Et vous avez de nombreux spécialistes dans votre clinique, ou vous devez faire appel à d'autres cliniques ? Alors moi, je les ai tous. J'ai tous les spécialistes, et comme dit Jean-Michel, c'est très fluide. C'est beaucoup plus fluide que ce que j'ai connu à l'hôpital. Quand j'ai besoin d'une IRM cérébrale en urgence, j'ai l'IRM le jour même, et je n'ai pas à pleurer auprès de tous les radiologues. J'en appelle un qui est à l'IRM ce jour-là, et il fait l'IRM, si bien sûr mon urgence est justifiée. Pour les TEP scanners, on les fait dans le privé aussi, ça se passe très, très bien. Il suffit d'appeler, dire le niveau d'urgence. Et en fait, avec les autres spécialistes, c'est exactement ce qu'a dit Jean-Michel, c'est que, étant libéraux, pour la plupart, ils travaillent comme nous, donc ils les voient très rapidement, les patients sont vus rapidement, et en échange, je vois leurs patients rapidement aussi. Et c'est très clair. En effet, on ne fait pas de gestes qu'on n'a pas à faire, qu'on faisait quand on était à l'hôpital pour des raisons pratiques, mais qu'on ne fait plus. Les ponctions pleurales, les ponctions d'acide, toutes ces choses-là. Même moi, j'ai même externalisé mes BOM. Ce sont les radiologues qui les font. C'est beaucoup plus confraternel, je trouve. Pour les examens complémentaires, de mon côté, en fait, le groupe auquel la clinique appartient a un service de biologie courante, et un service de cytogénétique pour la lecture des myélos, pour la biologie moléculaire et pour le NGS. Donc c'est un laboratoire privé. Tout ce qu'ils ne font pas, ils le transfèrent à un autre laboratoire privé. Et en gros, le myélo que je fais le matin, il est lu et j'ai la réponse dans l'après-midi. Les JAK2, les BCR, je les ai dans les 2 jours. Et pour le NGS, c'est comme a dit Jean-Michel, je ne les demande que quand ça va changer ma thérapeutique et ma prise en charge. Il y a pour tous les examens qui ne sont pas cotés, qui serait donc à la charge du patient. C'est pareil, j'ai négocié avec la clinique, ça fait partie des pertes et profits, c'est-à-dire qu'on leur amène un gros chiffre d'affaires, en contrepartie, ils payent pour le patient. Le seul examen payant qui est difficile en privé, ce sont les chaînes légères, parce qu'elles sont à la charge du patient et ça coûte à peu près 80 €, les 2 chaînes. Et s'il a une pathologie qui requiert qu'il y ait des chaînes légères souvent, il faut bien expliquer au patient qu'il va les payer. Bien, et est-ce que vous avez la possibilité de faire de la recherche clinique ? Alors oui, on fait de la recherche clinique. Alors on en fait à plusieurs niveaux. Alors on fait à notre niveau avec notre association des hématologues libéraux, le groupe HLA.
où on fait de la recherche clinique, on va dire simple, qui est surtout des données de vie réelle, tout simplement parce que comme on voit tous les patients, on n'est pas dans un service où il va y avoir peut-être certains pathologies suivies par des médecins différents. Là, on les voit tous. Donc en fait, on a des bonnes données de vie réelle. Donc on fait de la recherche clinique là-dessus. On a fait sur les LLC. Actuellement, c'est sur les LLC en première et deuxième ligne. On a fait les lymphomes folliculaires en première ligne, les myélomes en deuxième et troisième ligne. On a fait le vaquèze. Et pour ce genre de choses, on a une ARC qui est une ARC freelance qu'on finance avec ce qu'on va toucher des études que l'on a menées et qui intéressent certains laboratoires. Moi, je participe aussi à des essais cliniques plus institutionnels ou à des essais cliniques faits par des laboratoires. Et là, comme je suis libéral, en fait, je négocie le fait que pour les essais de laboratoire, que plutôt d'être payé, ils me payent plutôt une ARC. Et puis sinon, c'est moi qui fais l'ARC. Voilà. Alors il y a des établissements, il y a des hématologues libéraux, c'est pas mon cas, où ils ont des ARC effectivement qui sont financés par la clinique ou financés par les hématos ou par les oncos, tout simplement parce qu'au bout d'un certain nombre d'essais cliniques et de publications, c'est vrai que les établissements privés touchent des subventions. Alors moi, c'est pas le cas pour moi, parce que je suis tout seul et donc j'en fais peut-être pas assez, mais je sais qu'il y a d'autres endroits, en hématologie, à Nantes, à Clermont, ils ont des ARC, tout à fait. Alors pour ma part, il y a très peu de recherche clinique en dehors de la recherche clinique faite avec HLA. Tout simplement parce que je suis arrivée dans cette clinique en 2019, j'ai monté le service. Donc, je me suis surtout attachée à faire un travail de médecin, de soignant. La recherche clinique, j'avais pas le temps. Par contre, si un jour j'ai un associé, pourquoi pas. Et comment vous voyez l'exercice libéral se développer dans le futur ? Alors, je pense ou j'espère que ça va se développer vraiment. Je pense que l'aspiration des jeunes hématologues, elle est pas vraiment, ça ne collera pas forcément à ce que l'hôpital a à proposer. Et j'ai l'impression que votre génération a besoin d'encore plus de liberté que la nôtre. Je pense qu'on a tous les outils dans le privé pour faire une hématologie vraiment plus que correcte, équivalente, je dirais, à celle de l'hôpital, voire même mieux, que ce soit dans les examens complémentaires, on a un plateau technique qui devient finalement plus grand, ou du moins aussi grand, mais surtout beaucoup plus disponible. Mais je comprends que ce soit difficile de sortir de la matrice et que ça fait peur et que pendant toutes vos études, on vous a répété qu'il n'existait rien en dehors des grilles de l'hôpital et que ce qu'on faisait en privé, c'était pas de la vraie hématologie. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, en témoignant, on vous a convaincu qu'on fait réellement de l'hématologie et on fait la même que celle qui est faite à l'hôpital. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour cet échange et j'espère vous retrouver aux prochaines journées du HLA à Marseille. Le HLA qui est donc, comme vous l'avez dit, l'association des hématologues libéraux associés. Et l'AIH aura lors de ces journées une session qui s'y sera dédiée. Chers auditeurs, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et à bientôt.